Bonjour, ici Chantal Doré au micro d'Inclusion Inc., un balado sur les initiatives des entreprises pour favoriser un milieu de travail inclusif qui fait la belle part à la diversité. Inc. comme inclusion, Inc. comme incorporé, qui réfère aux entreprises ou aux organisations. Qu'elles soient à but lucratif ou à vocation sociale, les entreprises ont un rôle à jouer comme milieu d'accueil. Deuxième saison d'Inclusion Inc., Chantal Doré au micro. Nous avons le plaisir pour ce deuxième épisode de la deuxième année de recevoir Chloé Saint-Esprit. Elle est stratège en EDI, DO Leadership, donc DO pour développement organisationnel et gouvernance inclusive. Bonjour Chloé. Bonjour Chantal, merci de me recevoir. C'est un grand plaisir. Vous avez un parcours vraiment intéressant. J'ai eu l'impression que vous pourriez répondre à plusieurs questions que je me pose et sûrement plusieurs auditeurs parce que c'est quand même un sujet qu'on a l'impression que c'est nouveau, mais en fait, c'est peut-être juste l'appellation de EDI qui est nouveau. Ça se peut? Oui, parce qu'il y avait déjà des approches en lien avec l'EDI, mais l'EDI quand même est référé à la loi en matière d'accès à l'égalité en emploi. Peut-être qu'on le voyait plus dans le milieu communautaire auparavant, avec peut-être des approches interculturelles, intercommunautaires, mais la démarche est pareille. On parle toujours d'inclusion des personnes qui sont marginalisées. La raison pour laquelle on avait envie de faire cette série de balados ici à Canalem, c'est qu'on a plusieurs émissions qui s'adressent à des communautés spécifiques. Donc, on a une émission pour la communauté LGBTQ2S+, on a une émission pour différents types de situations de handicap, on a une émission qui s'adresse aux personnes des Premières Nations. Donc, on a une diversité, justement, de sujets. Et je me disais, on n'a pas encore parlé des milieux d'accueil parce que, oui, on a la perspective inclusive, mais il faut que les milieux d'accueil l'aient également pour faire en sorte que, parce que si on n'a pas cette inclusion-là, ben, tout ce travail-là, ça sert à rien. Rien, absolument. Alors, les milieux d'accueil peuvent être vraiment variés en tant que tels. On peut parler des organisations, des entreprises. On peut parler aussi des communautés de pratique ou des communautés tout simplement. Et l'EDI va permettre, en fait, d'apporter une touche intersectionnelle. Justement, quand on parle, par exemple, des communautés LGBTQ+, ou LGBTQ de IAS+, on devrait aussi rajouter la dimension du statut social, des minorités visibles qui vont rendre en fait le parcours de ces individus plus complexes ou moins complexes. Et les milieux d'accueil sont très très variés et donc ça complexifie aussi la réalité de l'EDI en ce sens. Quand on parle justement d'intersectionnalité, c'est le fait de nommer deux diversités qui se jumellent? En quelque sorte, oui, pour remettre un peu dans le contexte quand même social et historique. Donc, c'est Kimberly Crenshaw, qui est une militante afro-américaine, justement qui est aussi étudiée en droit et qui enseigne à UCLA University. Et elle a constaté à un moment de sa vie que des femmes noires avaient des discriminations différentes de femmes blanches. Donc, elle a rajouté cette lunette d'intersectionnalité. Donc, les types d'oppression vont se cumuler. Donc, on parle, par exemple, de genre et de race, entre guillemets, ou de communauté ethnoculturelle, ce qui peut ramener des enjeux, en fait, en termes de barrières systémiques qui peuvent être oubliées. Donc, si on ajoutait par-dessus ça femmes noires, membres de la communauté LGBTQ et ayant un handicap physique ou mental. Là, comment le EDI va traiter cette question d'intersectionnalité-là? Ah, c'est très intéressant. Pour ma part, ma perspective à moi, c'est que l'EDI est encore un peu trop catégorisé. Donc, on parle par rapport à la loi, les 4 catégories de la loi en matière d'accessibilité en emploi. Donc, on a les femmes au niveau canadien, donc fédéral, les femmes, les minorités visibles, les personnes autochtones et les personnes en situation de handicap. Il y a une petite spécialité pour le Québec, on rajouterait les personnes des minorités ethniques. C'est toujours un peu complexe, les minorités ethniques. Ce sont des personnes qui ne sont ni autochtones, ni minorités visibles et dont la langue n'est ni le français ni l'anglais.
Donc, pour donner un exemple concret, si on prend une personne blanche ukrainienne qui parle ukrainien, ce serait au Canada une minorité ethnique. Et en ce sens, c'est que ces catégories-là sont traitées de manière différente. Sauf que l'approche intersectionnelle de Kimberlé Crenshaw, ce serait éventuellement, dans l'exemple que vous avez nommé dans le persona, de considérer l'entièreté. Donc, le capacitisme par rapport à l'handicap physique ou invisible, le sexisme si c'est la personne s'identifie comme une femme, la xénophobie si on parle justement, ou de transphobie en fait, si on parle de communauté LGBTQ+, donc toutes ces couches-là vont faire en sorte que la personne va avoir une vie complètement différente, que ce soit au milieu du travail, elle peut avoir des discriminations dans différents milieux d'accueil entre autres. Absolument. Vous avez dit une expression qui me rend perplexe un peu. Peut-être trop de catégorisation? Ah, ça, c'est toujours l'enjeu. Est-ce que c'est pour ou contre les quotas? Est-ce que c'est trop de catégorisation? Je pense qu'il faut commencer quelque part. C'est peut-être pas la meilleure des méthodes, mais c'est déjà une avancée pour reconnaître qu'il y a des efforts à faire en ce sens. Après, c'est une évidence que toujours faire des catégories, ça peut avoir des effets un peu pervers, mais disons que pour le moment, c'est un point de départ. Puis je veux quand même remettre aussi dans le contexte, parce qu'on parle de ces catégories, donc 4 au fédéral, 5 au provincial. Ça nous vient quand même de l'Action 91 par rapport aux communautés autochtones. Donc toute cette démarche-là vient dans un contexte canadien par rapport à ces enjeux-là des barrières systémiques et du développement économique des communautés autochtones. Donc, on entend aussi que ce sont des catégories qui sont quand même normées, qu'il y a des lois autour de ça. Donc, ce qui fait, qui dit loi, qui dit norme, dit spécificité, dit pour les tribunaux, s'il y avait un accro, par exemple, ben là, il faudrait pouvoir voir dans la loi qu'est-ce qui était, j'imagine, spécifique à telle ou telle catégorie. Donc, c'est un peu pour ça que ça s'est catégorisé. Oui, merci. Absolument. Absolument. Je suis pas avocate, mais cependant, c'est vrai qu'il y a des cas qui peuvent faire effet de jurisprudence. Et justement, l'aspect intersectionnel la dimension de l'intersectionnalité peut rajouter en fait des grilles de lecture dans les traitements des dossiers, que ce soit dans le milieu de la loi ou que ce soit, par exemple, dans un cas de plainte ou de discrimination en entreprise. Et donc, c'est pour ça que je donne un exemple concret. Si on a une plainte, par exemple, sur du sexisme, est-ce que si, par exemple, la personne est minorité visible, donc une personne asiatique, une personne maghrébine, une personne noire ou autre, qui n'est pas blanche ni autochtone, subit aussi peut-être du racisme en entreprise. Ça veut dire que les personnes qui vont traiter la plainte, ça peut être les équipes RH, les gestionnaires en ce sens, vont devoir avoir cette lunette de lecture pour pouvoir traiter le cas, ou même dans la santé, comme on a pu le voir malheureusement avec George Chakwa. Mais comment on voit justement le type de discrimination? Est-ce que ce serait par rapport à certains propos que la personne aurait prononcés? Parce que qu'est-ce qui fait qu'on peut savoir que la personne a senti qu'elle vivait du racisme ou du sexisme? C'est toujours très compliqué, le traitement des dossiers, des plaintes, ou même la perspective aussi des gens, parce que parfois, des personnes peuvent percevoir certaines choses, et c'est là où il y a un travail quand même d'équipe. On parle de plusieurs parties prenantes. On ne travaille pas dans ces dossiers-là seul. Mais par contre, c'est là où il y a un travail de fond à faire pour pouvoir justement faire ressortir des éléments pour prendre des décisions éclairées, notamment par rapport aux gestionnaires ou aux équipes. Si je comprends bien le territoire législatif, j'essaie aussi de me mettre dans la peau de monsieur, madame, tout le monde. Bien sûr. Peut-être de nos auditeurs qui écoutent l'émission et qui se disent, mais ça devient compliqué. Et le risque de bourde, ou même à la limite, moi j'ai envie de dire, le risque de clôture multiple, alors que pour moi, j'ai affaire à un humain devant moi. J'ai Chloé devant moi. Point. Moi, je veux savoir ce que vous avez dans le cœur, dans la tête. Donc, moi, je vois un humain. Mais fait que j'essaie de voir, tu sais, quand on n'est pas dans un contexte législatif, en quoi toutes ces catégories-là peuvent devenir lourdes? Ah, c'est tellement complexe. Merci pour la question.
Je dirais que d'un point de vue un peu moins législatif, c'est que des personnes peuvent vivre en fait des barrières systémiques, si on prend un peu la pyramide de Maslow, juste se vêtir ou enfin se loger, avoir accès à un travail. Il y a des gens qui n'ont pas ces chances-là par le fait de leur couleur de peau, par le fait de leur origine, de leur accent, parce qu'on oublie aussi parfois les discriminations linguistiques. Si on a un accent, ça peut être une barrière. Et donc ces gens-là, dans le cadre d'une vie, tout simplement, ont le droit en fait d'avoir accès à ces endroits, ont le droit d'avoir accès au travail, ont le droit d'avoir accès à des besoins basiques. Donc c'est là où ça devient un peu compliqué. Et le fait de ne pas reconnaître, de voir l'humain, je pense que c'est une approche humaniste qui est extraordinaire et je pense qu'il doit rester. Cependant, il faut aussi reconnaître qu'il y a des gens qui ont des barrières pour pouvoir accéder aux mêmes chances que les autres. Absolument. Et qui, peut-être ne rencontrent pas toujours des gens qui ont l'esprit aussi ouvert à une perspective aussi humaniste que je peux l'avoir. Par contre, là, je vais poser peut-être une question dérangeante, mais je vais citer un exemple que j'ai vécu personnellement. J'étais propriétaire d'un triplex il y a quelques années et on avait mis une annonce dans les journaux. Donc, ça fait quelques années, je viens de parler de journaux. Et il y avait eu tellement de gens qui s'étaient présentés pour visiter l'appartement. On n'avait aucune idée comment choisir la personne. Et le critère, ça a été la personne qui a écrit un mot à l'arrière et qui nous racontait qu'elle se voyait vivre dans l'appartement et pourquoi elle tenait vraiment à l'appartement. Donc, ça a été vraiment un critère émotif parce que au niveau du dossier, on avait vraiment beaucoup de candidatures similaires. Et il y a des gens, justement, de communautés culturelles qui nous ont appelés pour nous dire que c'était du racisme. Puis j'ai fait, je sais même pas à quelle communauté culturelle vous appartenez. Je vous ai pas discriminé. J'ai simplement choisi une personne qui avait l'air plus motivée. C'est toujours aussi, je rajouterai toujours le mot complexe, vous allez l'entendre régulièrement. En fait, malheureusement, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo, mais c'est sur YouTube, ça s'appelle Les Moustiques, qui explique un peu les micro-agressions répétées. Il y a des personnes qui en vivent plus que d'autres. Donc, quand une personne, depuis peut-être son plus jeune âge jusqu'à sa vie d'adulte, subit ces mêmes refus, ces mêmes barrières, ces mêmes de manière répétée, parfois, oui, ça peut tomber dans un automatisme en disant, finalement, je n'ai pas été sélectionnée probablement parce que c'est une cause de racisme. Mais est-ce que ça ne devient pas un biais personnel à ce moment? C'est là où il y a un enjeu, en fait. Est-ce que, là, l'EDI, la base, c'est déjà de faire une introspection sur soi, donc de comprendre nos privilèges, parce qu'on a tous et toutes des privilèges. Il faut en prendre connaissance. Est-ce que, par exemple, vous êtes propriétaire? Est-ce que vous venez d'une famille aisée? Est-ce que vous avez fait des études postsecondaires? Est-ce que vous êtes un homme cisgenre? Est-ce que vous êtes de communauté blanche? Et donc, le fameux homme blanc, quinquagénaire, hétéro. Absolument. On est un peu dans ce profil-là. Et donc, le fait de prendre conscience de ses privilèges, mais parallèlement, il y a aussi le fait de comprendre ses propres biais. Et il y a une chercheuse, Patricia Verici, de l'Université de Cambridge, justement, qui expliquait la manière dont on traiter l'information dans notre cerveau. À premier regard, quand une information rentre en nous, que ce soit visuelle, auditive ou même autre, on va la traiter d'une manière très instinctive. Et donc, l'instinct, c'est inconscient. C'est la manière dont on a grandi, dans quel environnement on a évolué, et on prend une décision basée dessus. Versus le fait de prendre conscience de ses propres biais, conscient ou inconscient en tout cas, c'est de transformer ce modèle de pensée. On pense plus lent, on pense de manière un peu plus rationnelle, la marge d'erreur est un peu plus faible, et ça permet de prendre des décisions un peu plus éclairées. Et c'est vrai que parfois, ça peut faire peur. J'inviterai les gens qui le souhaitent à faire le test de Harvard University qui est en ligne sur les biais où on a la boussole numérique. Quand je dis gratuit, c'est qu'on n'a pas à payer pour accéder au test, mais les données sont conservées pour la recherche. Mais ça permet de prendre conscience déjà de ses propres biais et j'inviterai à regarder la roue des privilèges qui permet de savoir où on se situe. Et quel type de questions on nous pose dans ce test? Alors, le test de Harvard, c'est plus un système d'images qu'on envoie de manière très, très rapide et on a juste à appuyer sur une touche. Donc, c'est très instinctif. D'aller chercher le cerveau. Absolument, oui.
Tandis que la boussole numérique, c'est un peu plus réfléchi, dans le sens c'est des questions, on essaie d'y répondre, c'est des questions formulées, un peu comme les tests psychométriques qu'on fait là. Donc c'est cet angle-là. Donc moi j'invite vraiment à le faire parce qu'on peut être extrêmement surprise des résultats. Oui, ben je pense que c'est nos biais dans le métier de journaliste qu'on fait sont... Je me pose toujours la question avant de rencontrer quelqu'un, qu'est-ce que je pense de cette personne-là, pour justement questionner mes propres biais, pour ne pas les confirmer dans les questions que je pose. C'est complexe parce qu'on reste un humain, une humaine, dans toute sa complexité. Et en même temps, le fait juste d'en prendre conscience, ça permet de prendre des décisions plus éclairées, mais aussi d'avoir un recul sur sa propre position, sur soi-même. Donc, on a tous et toutes des biais, incluant moi-même, qui œuvre en EDI ou DEI, mais le fait de faire cet effort-là, ça peut permettre de faire des petits changements à petite échelle ou à grande échelle. Parfait. Chloé, on va prendre une courte pause et j'aimerais peut-être vous entendre en tant que stratège, comment vous pouvez intervenir dans une organisation. J'imagine que ce type de formation-là sur les biais qui est sûrement une première bonne démarche. Oui. On revient dans quelques instants. Retour en studio à Inclusion Inc. Ici Chantal Doré. J'ai le privilège d'être avec Chloé Saint-Esprit, stratège en EDI, développement organisationnel, leadership et gouvernance inclusive. Chloé, juste avant la pause, je parlais un peu des organisations. Comment vous pouvez aider les organisations à prendre justement conscience de ces biais-là et agir de la façon la plus inclusive possible? Ça dépend vraiment de où en est l'organisation dans son cheminement. Parce que la DEI ou l'EDI, c'est vraiment une transformation organisationnelle. Donc, on voit ça sur du long terme. On peut faire le lien avec le développement durable, par exemple. Donc, c'est petits pas et pour aller avoir un impact long terme. Donc, la première chose, ce serait de scanner où en est l'organisation, où en est le leadership en termes de volonté d'intégrer la DEI ou l'EDI dans sa vision stratégique et notamment de voir aussi, bon, dépendamment si privé, public, parce que public, il y a quand même une obligation les lois dont on parlait tantôt, il y a différents programmes, mais par exemple pour le privé, c'est d'autres réalités. Donc je pense que c'est une sorte d'audit, de scan en amont, de voir ce qui a déjà été fait, l'ouverture d'esprit de l'organisation et parfois, malheureusement, on a des événements externes à l'organisation comme peut-être les lois, la politique, les règlements qui peuvent devenir une priorité par rapport à la DEI. Donc, première étape, j'irais de scanner un petit peu l'organisation et ensuite de faire des recommandations en ce sens. Mais j'imagine que pour tout ce qui est ressources humaines, développement organisationnel, souvent on fait appel à des consultants quand il est déjà trop tard. On est dans un acte de réparation ou de gestion de crise plutôt que de prévention. Alors, c'est sûr que la prévention, ce serait idéal parce que ça permet de mettre tout le monde sur la même base. Puis parfois, c'est un peu d'aller éteindre les feux ou parfois c'est un agrément, entre autres. Donc, c'est plus une obligation au-delà. Mais l'idée derrière ça, c'est d'y aller étape par étape. Je pense que il y a beaucoup parfois de résistance au changement, on le sait, surtout dans un marché qui est de plus en plus rapide. Les objectifs stratégiques peuvent dépendre des organisations. On a aussi une pénurie de main-d'œuvre, donc ça peut avoir un impact, bien sûr, sur la DEI. Mais c'est là où la DEI, ce n'est pas une responsabilité unique des ressources humaines, c'est vraiment une responsabilité 360. Si le leadership n'y croit pas, les actions sur le terrain ou même au niveau intermédiaire auront peu d'impact. Tandis que si l'organisation, par exemple, un point de départ, une politique organisationnelle en DEI ou en EDI, ça peut être un point de départ d'ancrage. Puis après, on peut voir ce qui peut être fait sur court, moyen, long terme. Mais je pense que pour toute initiative de ressources humaines, si on n'a pas l'implication de la direction, parce que ça se traduit dans la culture. Voilà. Donc, ça devient, tu sais, par exemple, j'entends des organisations qui vont parler de créer un espace de sécurité psychologique, un safe space, et qui croient que ça se fait à l'heure du lunch entre midi et 1h, alors que les personnes vont retourner auprès de leur gestionnaire qui peut être toxique. Et finalement,
ça peut être un beau programme des ressources humaines, mais si ça s'est pas traduit dans l'organisation, dans la manière dont on évalue, dans la manière dont on fait la promotion aussi des personnes qui deviennent gestionnaires, bien, c'est difficile de connecter vraiment les deux. Qu'en pensez-vous? Oh, merci d'aborder ce point. Et c'est là où parfois, quand je reviens à la dimension du 360, on oublie que c'est la responsabilité collective. Et parfois, il y a des départements qui vont aller plus vite que d'autres. Mais par rapport aux initiatives en tant que telles, oui, il y a l'aspect de sensibilisation, parce qu'il y a une notion de différence entre sensibiliser et former. On sensibilise, donc on fait partager des témoignages, par exemple. On fait des espaces où les gens peuvent échanger sur certaines réalités avec des facilitateurs, facilitatrices. Pour les gestionnaires, en ce sens, on est plus, par exemple, dans la formation de la gestion de la diversité, donc les biais inconscients, le leadership inclusif. Donc, ce sont des dynamiques qu'on peut amener. Si on parle plus d'OBNL, on peut parler de gouvernance inclusive, mais avant même d'en arriver là, on part des biais, on part des privilèges et puis on commence là. Quand on parle de gouvernance inclusive, Chloé, j'entends spontanément qu'on voudrait avoir une représentativité au niveau de notre conseil d'administration, mais j'imagine que ça va plus loin. Ça va plus loin. En effet, l'idée derrière ça, c'est qu'il existe maintenant des matrices, en fait, des compétences au sein des conseils d'administration où on a un critère diversité. Il y a aussi des outils qui existent. Ça s'appelle du Onboard Canada qui propose une sorte de grille outils d'évaluation pour voir un petit peu où en est le conseil d'administration. Mais c'est plus que juste de la représentativité, puisqu'on peut tomber dans le tokenisme. Donc, on prend une personne, des groupes, on la positionne sur la chaise, on dit « nous sommes inclusifs ». Mais est-ce qu'autour de la table, tout le monde peut parler de la même manière? Est-ce que tout le monde est écouté de la même manière? Et est-ce que les idées sont valorisées de la même manière? Ça peut être aussi qualitatif et non pas uniquement quantitatif en termes de nombre, en fait. Oui, bien, c'est un peu l'impression de dire justement, on va choisir une personne et là, on est paré à toute éventualité, mais il y a la question des personnalités aussi dans tout ça. Et oui, parce que faut bien dissocier, justement, quand on parle des groupes, et je voulais ramener ce petit point pareil, donc, par exemple, il y a dans certains secteurs ou certains milieux, il y a des personnes LGBTQIAS2+, ne sont pas considérées dans les groupes en quête d'équité, mais peuvent vivre des discriminations en entreprise, comme les personnes aînées dans certains milieux. Mais qu'est-ce qui fait qu'elles ne sont pas considérées? Écoutez, c'est la loi. C'est parce qu'on n'est pas rendu là? Je préférais pas répondre pour le moment parce que en ce sens, mais je pense qu'après ce serait quoi les groupes? Il y a aussi cette question-là. Mais en termes d'initiative en tant que telle, des traits de personnalité, il faut bien distinguer le marqueur de diversité, donc une femme ou un homme ou l'âge ou un peu le sexe, le genre ou la minorité visible du trait de personnalité. Donc si on voit une personne par exemple noire qui a un certain trait de personnalité, on ne peut pas considérer que toute la communauté noire a ce même trait de personnalité. Parce que là, on tombe dans du racisme. Donc, c'est un peu la même dynamique. Il faut faire attention à ça. Il y a de l'individu et puis après, il y a les marqueurs de diversité. Oui, puis dans une forme de généralisation où là, justement, ce que vous dites, c'est le cerveau primitif qui fait une association de quelque chose qu'on a vécu. Ou même des fois, tout simplement, quelqu'un qu'on rencontre, que spontanément, on n'a pas d'affinité, puis on peut se rendre compte si on est alerte à ce qu'on réfléchit, de dire « Ah oui, elle me rappelle un professeur en 2e année avec qui j'avais eu des difficultés. » Et là, on est conscient qu'on a eu un biais. Absolument. Ça va beaucoup plus loin. Ça peut même rappeler des traumas. On peut parler carrément de cette dynamique-là. Les traumas, ça peut rappeler aussi des souvenirs. En tout cas, l'idée, c'est de dissocier l'individu qu'on a devant nous par rapport à nos biais ou par rapport à un souvenir qu'on peut avoir. Donc, c'est plus complexe qu'on laisse paraître. Mais dans le contexte de DEI ou de DI, c'est vraiment la dynamique de se dire, est-ce que dans l'organisation, le milieu d'accueil, est-ce que les personnes ont les mêmes chances d'accéder à la carrière, d'accéder à un emploi, d'être recrutées? Je pense que c'est vraiment ça. Vous avez dit, Chloé, plusieurs fois le mot complexe. Qu'est-ce qu'on répond à une PME, par exemple, ou une entreprise? Disons une PME parce qu'on a une terre de PME au Québec qui dit, ouf, justement, c'est complexe, tout ça, c'est trop compliqué pour moi.
Oui, ça peut faire peur au premier abord. L'idée derrière ça, ça n'est pas obligé d'être des grosses initiatives, là. Ça peut être des petites initiatives, mais qui peuvent faire un gros impact. Je donne un exemple tout simple. Dépendamment de l'ouverture d'entreprise, des toilettes non genrées, ça peut être très intéressant. Il y a aussi des petits exemples pour les personnes neurodivergentes, une politique en flexibilité de travail, aussi simple, où je donne un exemple concret qui s'est passé en France. C'est une grande surface, un peu comme Maxi ou Métro. Ils ont ouvert leur magasin un vendredi par mois, la matinée, où ils réduisaient la luminosité des lumières. Ils éteignaient la musique pour que les personnes neurodivergentes puissent aller magasiner tranquillement, sans être harcelées par le côté sensoriel. Il y a aussi, par exemple, des chambres, pas des chambres, mais des pièces pour l'allaitement, parce que quand une femme revient après un congé maternité, elle peut avoir besoin de tirer son lait. Donc, juste créer un petit espace ou une salle polyvalente pour que les personnes musulmanes puissent faire leur prière et que les gens qui ont besoin d'un petit répit. C'est des petites actions qui peuvent faire avoir un impact sur la rétention des employés ou des talents. Je vous raconte un exemple qui me vient, on parle de PME aussi. J'ai un ami où dans son organisation, il y a une femme trans qui a complété son processus et que les employés ont l'impression que, et là je le cite, on lui en passe davantage, on lui en permet davantage parce qu'on a peur de la vexer. Et d'après ce qu'il me raconte, j'ai comme l'impression qu'on a affaire plus à une personne qui a un trait de personnalité un petit peu histrionique, enfin un peu. Et je trouve ça dommage qu'on en vienne à associer le trait de personnalité à la situation de diversité. Ah, c'est toujours, je redirais le mot magique aujourd'hui, c'est complexe. Parce que je pense que déjà les personnes trans, la perception des personnes trans est encore à travailler en ce sens. Par exemple, on a eu le cas de la nageuse, justement, les vestiaires non genrés, etc. C'est du favoritisme. Alors, il y a des mesures d'équité. L'idée, c'est de pouvoir donner la même chance à tous et toutes. Mais par contre, pour en revenir à l'identité, la personne, il y a une nuance à faire. Vous pouvez rencontrer deux personnes trans qui ont complètement des traits d'identité complètement différents. Et c'est la même chose pour deux personnes blanches, deux femmes noires, deux personnes asiatiques. Donc, faut faire attention à qui... Et c'est pour ça qu'il faut prendre le temps de poser des questions, essayer de comprendre la personne qu'on a en face de soi pour mieux distinguer, prendre des choix, en fait, faire des choix éclairés sans tomber dans les préjugés, les biais, etc. C'est compliqué, hein? Peut-être un conseil simple, ça se peut? Ben oui, super simple. Restons ouverts d'esprit. Rappelons-nous un petit peu, on a tous des différences. Il y en a qui en ont plus que moi et d'autres. Mais l'idée derrière ça, c'est qu'on reste des humains, en effet, avec des enjeux différents. Mais restons ouverts d'esprit. Je pense que c'est ça le message à passer. Oui, puis si on ne sait pas comment s'adresser à la personne, on lui pose la question, tout simplement. Posons les questions, mais ouverture d'esprit. Oui. Merci, Chloé Saint-Esprit, stratège en EDI, équité, diversité, inclusion, développement organisationnel, leadership et gouvernance inclusive. Si on a envie d'en savoir davantage sur ce que vous faites, sur quelle plateforme on peut vous retrouver? Moi, je vous invite à me suivre sur LinkedIn. Mon nom, Chloé Saint-Esprit, en un seul mot. Merci beaucoup, Chloé, d'avoir été avec nous. Chantal Doré pour Inclusion Inc. Vous retrouverez nos autres épisodes sur les plateformes de balado-diffusion et sur notre site internet canalem.vusevoix.com. Bonne semaine!